Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 146 avec Stéphane sur RLP, Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, nous accueillons Ophélie Cohen. Ophélie Cohen intègre la police nationale en 2000, major de police, par vocation, avec un passage en brigade des mineurs et qui a donc été confrontée aux conflits familiaux ainsi qu'à la protection de l'enfance. Elle vient nous présenter aujourd'hui son second livre, Suspicion, qui vient de sortir aux éditions IFS, collection Phénix Noir. Nous aborderons donc son nouveau livre, son nouveau roman, nous parlerons du précédent Héloïse, et puis nous en profiterons pour parler un petit peu de son travail dans la brigade des mineurs et avoir son avis de l'intérieur depuis le terrain. Allez, c'est parti, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Ophélie Cohen. Ophélie Cohen qui nous rejoint sur RLP. Bonjour à tous. Alors, Ophélie Cohen a été dans la brigade de police nationale, major de police, dans la brigade des mineurs, ce qui est intéressant parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler à des professionnels qui ont ce regard et cette vision de notre environnement. Et Madame Cohen, surtout, est auteure de 2 ouvrages. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter, nous dire qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené dans ce parcours quand même si particulier ? Alors, je vais tout vous dire, ou presque, en tout cas. Donc, oui, je m'appelle Ophélie Cohen, je vais avoir 43 ans bientôt. Je suis fonctionnaire de police et donc major depuis plus de 23 ans maintenant. Je suis rentrée très jeune dans la police, j'avais 19 ans. Je suis fille et petite fille de fonctionnaire de police, donc ça aide. Et voilà, donc je suis grande lectrice depuis toujours et j'ai toujours rêvé d'écrire mes propres romans. Je me suis lancée il y a quelques années maintenant, publié une première fois en 2021 et puis le second... Suspicion qui vient de paraître. Mon parcours policier est un parcours somme toute classique. J'ai fait ce qu'on appelle nous de la brigade de roulement, c'est-à-dire que je répondais aux appels 17. J'ai fait du judiciaire effectivement en brigade des mineurs. J'ai été formatrice en école de police et aujourd'hui je suis en direction zonale de la formation à Paris. Mais le passage qui m'a le plus marqué effectivement dans mon métier, c'est la brigade des mineurs de par le côté humain qu'on ne retrouve que dans cette unité. Alors je dis pas qu'ailleurs il n'y a pas d'humain, c'est pas ça, mais les victimes derrière comptent plus quand on est aux mineurs que quand on est aux brigades d'Atatobien par exemple, où là on est sur des choses matérielles et pas sur de l'humain. Bien sûr, oui, ce sont des enfants et puis des enfants, des femmes, des hommes. Il y a des victimes humaines derrière. Voilà, c'est pas une maison, c'est pas une voiture, c'est de l'humain. Et ça touche beaucoup plus. Alors juste pour savoir, pour être major de police, c'est une formation, grosso modo, il y a un niveau d'études qui est à bac plus quelque chose ou Alors, mon niveau à moi, alors à l'époque où je suis rentrée dans la police, le bac n'était pas obligatoire, c'était le niveau bac. D'accord. Aujourd'hui, pour rentrer gardien de la paix, on commence gardien de la paix, c'est concours externe, il faut avoir le bac. D'accord. On a un concours interne réservé à nos adjoints de sécurité, aux gendarmes adjoints volontaires ou à d'autres personnes issues d'autres ministères régaliens ou non régaliens d'ailleurs, où on peut passer le concours en interne sans avoir de niveau de diplôme. Ensuite, quand on veut être sur des grades plus importants, donc tout ce qui est lieutenant, capitaine, commandant, c'est effectivement un bac plus 3 et commissaire un bac plus 5. D'accord. Donc c'est vraiment en fonction de vos envies. Me concernant, j'avais la possibilité de passer le concours de lieutenant plus tard et de continuer mes études, puisque j'étais acceptée en DUT à l'époque, carrière juridique. Mais j'ai voulu faire comme mon papa et connaître le métier dès le départ. Donc j'ai commencé gardien de la paix. J'ai été officier de police judiciaire en passant l'examen et aujourd'hui je suis major. Alors, quand on travaille en brigade des mineurs, lorsqu'on travaille, quand on est confronté à des violences, des agressions dans le monde de la famille, est-ce qu'on a une formation particulière? Est-ce qu'on est accompagné? Est-ce qu'on a des outils autres que sa bienveillance personnelle et sa bonne volonté? Aujourd'hui, oui. C'était pas le cas il y a 20 ans en arrière. On y avait quelques stages, mais c'était pas encore démocratisé.
D'accord. Aujourd'hui, il y a des formations obligatoires. On a un cursus mineur sur le recueil de la parole de l'enfant, notamment, hein. Des cursus accompagnés par des psychologues. Donc, on a des formateurs spécialisés dans le domaine et on est accompagné par des psychologues, par des associations aussi, d'aide aux parents victimes. Donc, aujourd'hui, le travail est complètement différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Aujourd'hui, les policiers sont mieux préparés. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc Ophélie Cohen sur RLP, vous venez de publier un ouvrage aux éditions Phénix Noir qui s'appelle Suspicion. Alors, il y a un petit jeu avec un petit S entre parenthèses. C'est votre deuxième ouvrage, Suspicion. Qu'est-ce que c'est que Suspicion? Suspicion parce que doute, c'était pas beau. Ah. Il aurait pu s'appeler Doute, mais ça faisait beaucoup moins joli sur une couverture de roman. Donc Suspicion, effectivement, est paru le 10 avril aux éditions IFS Collection Phénix Noir. Suspicion, c'est un roman porté par 4 voix qui veulent se faire entendre. Aaron, 10 ans, sa maman, Rachel, son papa, Hugo, et Nathalie, qui est fonctionnaire de police à la brigade des mineurs. Donc, chacun des personnages va raconter son histoire avec sa propre voix, ce qui veut dire que chacun parle à la première personne. Donc, j'étais un peu schizophrène dans l'écriture, d'ailleurs, parce que j'avais 5 voix dans ma tête, la mienne plus celle des personnages. Autant qu'elle vous réponde pas, c'est bon, on m'a expliqué, tout va bien. Bon. Voilà, c'est ça. Et c'est en fait une histoire qui aurait pu être banale, l'histoire d'un divorce. Hugo qui rencontre Marie et qui décide de laisser sa femme et son fils pour reconstruire sa vie avec la femme qu'il aime. Malheureusement, c'est un divorce qui se passe mal et dans lequel on va retrouver un enfant déchiré entre son papa et sa maman, une maman très en colère parce que l'homme de sa vie est parti, un papa qui essaie de garder le contact avec son fils mais qui a du mal aussi à se faire entendre parce que la maman, donc Rachel, le déteste et elle le fait comprendre à son fils. Et au milieu de ces 3 personnages, Nathalie va débarquer. Je peux pas trop vous dire comment et par quel lien parce que ce serait vous révéler toute l'histoire, mais Nathalie va découvrir un corps dans le bois de l'Ève, donc c'est un bois qui se trouve à côté de Chartres où se passe l'essentiel de l'intrigue. Et à un moment donné, cette histoire de divorce va rejoindre la découverte de cadavres qu'a fait Nathalie. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc on va dire, c'est un conflit familial qui dégénère et qui se passe mal, Tout à fait. comme nous en avons parfois traité dans l'actualité. Mais là, vous l'avez romancé, vous en avez fait un roman avec 4 personnes, vous l'avez mis en place. Et je crois d'ailleurs que votre précédent roman, qui s'appelait Héloïse, on va se baser dessus parce que Suspicion, on n'a pas encore beaucoup de retours, mais Héloïse avait été très très bien reçue, il y avait eu quelques prix, et vous aviez déjà écrit un roman auparavant. Oui. Alors, Héloïse a été finaliste pour 6 ou 7 prix aujourd'hui. C'est un roman qui a reçu un prix coup de cœur sur un salon qui se passe dans le Nord. C'est ma terre de naissance, le prix coup de cœur Noir Charbon. Et c'est aussi une histoire d'enfant au départ. Héloïse, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 30 ans, qui est dans sa chambre, qui se sert un verre de rhum, qui met en route sa playlist et en une nuit va raconter toute sa vie. Donc c'est une enfant abandonnée par son papa. Sa mère meurt en couche, son père la rend responsable de la mort de sa mère. Et elle va connaître les familles d'accueil, les foyers, elle va y vivre un certain nombre de choses. Et elle va vous raconter comme ça les 30 premières années de sa vie. C'est une personnalité assez borderline, qui est en quête d'identité, qui redoute l'abandon et qui, du coup, à chaque main tendue, va se poser la question. Est-ce que ce bonheur qui est là, je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas? Et Héloïse aurait pu être un des enfants que j'ai croisés à la brigade des mineurs. On en voit tellement, en fait, des enfants en difficulté qu'on rencontre, que ce soit dans le cadre de fugue ou d'agression, qu'elles soient sexuelles ou non, hein. Mais ces enfants, on les voit un temps avec nous, on traite leur affaire et après ils disparaissent de nos vies. Et je me suis toujours demandé ce que pouvaient devenir ces enfants et Héloïse aurait pu être l'un d'entre eux. Ça c'est intéressant. Déjà, premièrement, définition du terme borderline pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont des personnalités qui sont toujours sur le fil, en fait. Alors je suis pas psychologue, hein, donc je sais pas si je vais le dire avec les bons mots, mais ce sont des personnalités qui, quand elles ont le bonheur à portée de main, vont tout faire pour le détruire. Consciemment ou non. C'est des personnes qui s'interdisent d'être heureux et quand le bonheur arrive, elles savent pas quoi faire. Et la plupart du temps, elles font tout pour que ce bonheur s'en aille, en fait. Elles sont incapables de l'accepter et de l'intégrer. Je sais pas si j'ai été très claire. Ok, d'accord, très bien. Oui, donc ça peut être assez dramatique. Oui. Et ce que vous disiez, c'est que vous croisiez des enfants et des personnalités dans le cadre de votre travail et que vous n'aviez pas de suivi ensuite sur eux. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une question aussi qu'on se pose. Vous n'avez pas accès sur les dossiers dans la durée? Vous n'intervenez que ponctuellement et après, vous n'avez aucun retour?
Nous, on intervient sur la procédure judiciaire. Une fois que la chose est jugée, voilà, quand on a un retour, quand on a le temps aussi d'aller s'intéresser au retour, parce que à l'époque où moi j'étais à Chartres, en brigade des mineurs, c'était 100 de dossiers que j'avais. Donc 100 de victimes derrière, et malheureusement les journées ne font que 24 heures et au travail elles font en général une dizaine d'heures. C'est-à-dire c'est compliqué. Une fois qu'on a terminé, et c'est ce que Nathalie explique très bien dans Suspicion, et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant aussi, c'est le fait qu'en tant que policier, c'est pas qu'on veut pas savoir ce qui se passe après, c'est que les victimes s'accumulent et on doit continuer. On peut pas aller voir après si l'enfant se sent bien, si le jugement rendu par le tribunal est conforme à ce que nous on attendait ou pas, à ce que nous on croyait ou pas. Après, l'affaire ne nous appartient plus et il est impératif qu'on dresse des murs. À l'époque, j'avais une 20aine d'années. Le nombre de fois où je suis rentrée en pleurant chez moi, c'est donc on peut pas, malheureusement, on peut pas suivre sur la durée. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Ophélie Cohen sur RLP qui a été durant un certain nombre d'années en brigade des mineurs et nous voudrions en profiter pour vous interroger un peu sur cet environnement parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler à des professionnels qui sont là-bas. Nous on voit arriver des gens parfois qui y sont confrontés mais on n'a jamais le regard de l'intérieur. La gestion des conflits familiaux en France, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est même devenu extrêmement politisé. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis 20 ans ou est-ce que la situation est la même lorsque vous avez commencé? Je pense qu'il y a une réelle évolution et qu'on écoute plus. Ça, en tout cas, c'est mon sentiment. Aujourd'hui, tous les protagonistes. Il y a quelques années en arrière, je pense qu'on sacralisait la parole de la mère plus que celle du papa. On les entendait beaucoup plus. On écoute plus aujourd'hui aussi les enfants. On a appris à faire des auditions différemment, à être accompagné de psychologues. Donc oui, je pense qu'il y a des vrais changements. La situation qui est décrite dans mon livre, l'histoire qui est romancée mais qui aurait pu être une vraie histoire, je pense qu'aujourd'hui le traitement serait différent. Parce que même si on se base beaucoup sur notre expérience, notre ressenti, on a des outils aussi, les psychologues aussi, pour faire preuve de... Alors c'est pas de discernement parce qu'on en faisait déjà preuve avant, mais... Comment expliquer ça? Je pense qu'on est mieux armés, nous aussi psychologiquement, pour gérer ces affaires. Et je pense qu'on a appris à entendre toutes les personnes concernées. Alors pas qu'on les entendait pas dans les auditions, attention. Mais écouter et entendre, c'est pas la même chose. Bien sûr. Aujourd'hui, on est en capacité d'entendre, je pense, plus facilement et de donner un rôle, en tout cas ça c'est mon point de vue, au papa plus important qu'il y a 20 ans. D'accord. Donc vous avez l'impression que la façon de traiter les conflits familiaux aujourd'hui, en tout cas de ce que vous avez vu vous, est un peu moins sexiste aujourd'hui qu'elle ne l'a été, si je résume votre parole en fait. C'est ça, mais un peu moins ne veut pas dire qu'elle ne l'est plus. D'accord. Bon, ça, effectivement, j'ai bien conscience que dans certaines situations, et puis pour en parler avec des amis, on a encore ce côté très un enfant peut pas être séparé de sa maman, et même si la maman est pas toute rose, et même si la maman fait des erreurs, on confiera un enfant plus facilement à une maman qu'à un papa. Ce que je trouve moi dramatique. Vous le voyez vous sur le terrain, d'accord. Vous le voyez sur le terrain concrètement encore aujourd'hui. Ouais, ça se voit encore, oui, tout à fait, beaucoup. C'est moins qu'avant, mais ça l'est encore. D'accord. Est-ce qu'il y a plus d'affaires qu'il y a 20 ans? Alors, je n'ai pas les chiffres. Il va être pour moi difficile de répondre à la question. Pour discuter, alors moi je suis plus en brigade des mineurs aujourd'hui, mais quand j'échange avec mes collègues, j'ai pas le sentiment qu'il y en ait moins. D'accord. J'ai pas le sentiment qu'il y en ait moins. Moi, alors je sais pas comment l'expliquer, ce qui me perturbe toujours, et c'est aussi la raison de l'écriture de ce roman, c'est que dans ces histoires de divorce qui se passent mal, il y a toujours un otage. Alors il y a des divorces qui se passent bien, mais dans ceux qui se passent mal, il y a toujours un otage et c'est l'enfant ou les enfants. Et on parlait justement de droit, le fait qu'on confie plus facilement un enfant à sa maman encore aujourd'hui qu'à son papa. Je pense qu'on oublie souvent de dire qu'un parent a des devoirs envers son enfant et pas que des droits. Bien sûr. Et je pense que la parole de l'enfant là-dessus, elle devrait être beaucoup plus entendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, je dis ça, je pose cette question parce que nous voyons aussi que les politiques ont demandé à mettre l'accent sur la résolution de certains problèmes. Et peut-être qu'il y a 15 ou 20 ans, certains faits divers auraient été simplement effleurés ou abandonnés, n'auraient pas été creusés, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus travaillés. Mais c'est pas que, alors j'ai envie de dire malheureusement, c'est pas que ce sujet qui est mis en avant par les politiques. C'est tout ce qui est sécuritaire en France aujourd'hui est beaucoup plus politisé qu'avant. Tout ce qui est fait divers l'est beaucoup plus aussi, mais parce que les modes de communication sont différents. Il y a 20 ans, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux sociaux. Enfin, il y avait Internet, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Pas autant. Aujourd'hui, voilà.
Aujourd'hui, tout le monde peut être journaliste, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut filmer et faire un post sur Twitter, Facebook ou que sais-je encore. Ce qui fait que l'information est complètement différente. Et l'utilisation des médias par tous les politiques, mais comme les syndicats, j'ai été syndicaliste aussi. Pour nous, auteurs aussi, c'est une forme de communication qui fait que les débats se généralisent, les débats prennent place partout et on parle de tout le temps. Donc forcément, on a l'impression qu'il y a plus peut-être, parce qu'on en parle plus tout simplement. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Ophélie Cohen sur RLP qui nous parle de son métier. Ça nous intéresse parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'interroger des gens qui ont fait ce métier et qui ont une vision de l'intérieur. On va dire les conflits familiaux en France, ce qui concerne la protection de l'enfance. Est-ce qu'on protège correctement nos enfants? Est-ce que c'est satisfaisant tout ça? Est-ce que vous avez l'impression, vu de l'intérieur, que nos enfants, nos petits, sont correctement protégés? Alors, encore une fois, je ne suis plus en brigade des mineurs et je suis pas forcément en fait de tout ce qui est fait aujourd'hui. Ça restera entre nous, ça ne passera que à la radio, vous inquiétez pas. Donc, est-ce que plus ou moins? J'ai envie de dire que ce qui existe aujourd'hui, la plupart des choses existaient déjà il y a 20 ans. Le problème qu'on a, et je pense que ça c'est dans toutes les institutions, c'est le manque de personnes et le manque de moyens. Ce qui fait que la protection judiciaire, la PJJ qui existait il y a 20 ans est la même qu'aujourd'hui. On a ce moyen de protéger les enfants. Mais est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait comme il faut? Le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. J'ai envie de dire qu'on passe d'un extrême à l'autre. Allez, je vais prendre 20-25 ans en arrière. On faisait pas des signalements de manière systématique dans les écoles sur certains comportements. Aujourd'hui, on le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'on sort le parapluie aussi, parce que si jamais malheureusement il se passe quelque chose derrière, on le fait pour se couvrir et pas dans l'intérêt de l'enfant. C'est ça que je trouve dommage en fait. C'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre dans la mesure où si on constate un fait, que ce soit dans le milieu médical, dans une école, et que le fait est remonté, la plupart du temps, et ça je l'ai vu autour de moi, c'est pour dire j'ai fait quelque chose. Pas j'ai fait pour l'enfant, j'ai fait quelque chose donc on pourra pas me dire que je n'ai rien fait. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, je trouve, après l'affaire d'Outreau, où on a mis en cause certaines personnes, on a mis en cause le système en disant vous n'avez pas vu, sauf que on en est arrivé au point où maintenant tout le monde voit tout et les signalements sont tels qu'on n'est pas en capacité de tout traiter. C'est pas possible. Donc vous avez en fait une suralimentation des signalements. Complètement. D'accord. Le problème, c'est comment on fait le tri dans ces signalements. Bien sûr. Et nous, en tant que policiers, je vous dis, quand on a son dossier, on est obligé de prioriser les victimes et de prioriser la douleur. Et ça, c'est horrible. Pour nous, c'est horrible et c'est ce qui fait que moi, je ne supportais plus d'exercer aux mineurs à l'époque. D'abord, je vous l'ai dit, j'étais jeune. J'avais 23 ans en brigade des mineurs, ce qui est très très jeune, si on regarde aujourd'hui. Et on se dit, mais comment je peux mettre un dossier au-dessus d'un autre, mettre une échelle de la douleur alors que c'est pas moi qui suis concernée? Est-ce que Madame X peut subir encore quelques violences le temps que je m'occupe de Y qui est... quelle horreur. Oui, quelle horreur. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Souvent, on me dit, mais oui, mais la police n'a rien fait. C'est pas que la police, elle ne fait rien, c'est que la police, elle est obligée de mettre des dossiers qu'elle empile et de choisir par lequel elle va commencer. Et ça, c'est atroce. Vous savez que moi, j'ai des cas ici en Dordogne de personnes qui ont été accusées de viol par leur enfant et qui n'ont toujours pas été entendues 1 an plus tard. Alors, si c'est 1 an, j'ai envie de vous dire, c'est que la plainte ne doit pas être très étayée. Si on estime... Je leur dirai, ça va les rassurer. Voilà. Si on estime à la lecture d'une plainte qu'il y a un danger réel et immédiat, le dossier va passer au-dessus. Si on peut laisser un dossier 1 an dans un tiroir, c'est qu'il y a eu des dossiers pour lesquels on avait beaucoup plus de doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. D'où suspicion aussi. Bien sûr. Donc vous, en fait, vous décrivez un environnement qui manque de bras, mais qui est mieux formé qu'il y a 20 ans. Tout à fait. Donc on va dire quelque part peut-être qu'il y a un espoir dans tout ça, si les politiques ont une volonté, et puis on a vu quand même beaucoup de moyens aller vers la police dernièrement pour diverses circonstances, peut-être qu'ils vont aussi aller un peu vers vous, ces moyens-là? Ça, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les tableaux des moyens. Après, il y a quelque chose sur lequel je voudrais profiter de votre antenne pour attirer l'attention. Oui. Étant moi-même divorcée et ayant eu un divorce qui a été mieux réussi que mon mariage, parce que je m'entends très bien avec le papa de mon fils, qui est mon ex-mari et mon meilleur ami. Oui, ça c'est bien, parce qu'ici on parle souvent de ce qui se passe mal, mais il faut quand même pas oublier tous ces gens qui arrivent de manière intelligente à faire les choses comme il le faut. C'est important de le dire, tout à fait. Oui. Mais alors, quand ça se passe mal, j'aimerais juste qu'on arrête d'utiliser l'enfant comme arme de destruction massive et de le mettre au milieu.
toutes ces procédures sur lesquelles il y a des dénonciations calomnieuses nous prennent un temps infini. Et c'est du temps qu'on n'a plus pour les vraies victimes. Et c'est pour ça que je voudrais aussi profiter de votre antenne, rappeler aux parents qu'on a des devoirs en tant que parents plus que des droits sur nos enfants, qu'on a le devoir de les protéger, mais qu'on a aussi le devoir de ne pas engorger les tribunaux avec des affaires qui ne servent qu'à se venger les uns des autres. Ouais. Je pense que quand on s'est aimé au point d'avoir des enfants, on peut essayer, au moins essayer, de faire les choses intelligemment, sans avoir recours à des dénonciations calomnieuses et à la justice pour trancher. Parce que les dégâts derrière, les dommages, c'est les enfants qui les subissent. Alors il y a les parents bien sûr aussi, et vous verrez dans le cas de suspicion, je ne vous dis pas qui, quoi, comment, mais l'autre parent est aussi victime et sa vie peut être mise en l'air aussi. Et c'est horrible de faire ça. Bien sûr. Et donc après, outre cet aspect-là, voilà, nous, ça nous prend du temps pour des vraies victimes derrière. Des enfants réellement violés, des enfants réellement abusés et des enfants réellement frappés. Et tout ce temps qu'on passe sur des dossiers de dénonciation calomnieuse, c'est du temps qu'on n'a pas pour ces personnes-là. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous êtes en train de nous dire que vous, en tant que professionnel, vous avez constaté l'existence d'un grand nombre de dénonciations calomnieuses, c'est-à-dire de fausses accusations. C'est-à-dire en fait que vous dites que dans le cadre des conflits, vos services sont instrumentalisés quand c'est la guerre. Je dis pas que... De toute façon, la guerre est toujours sale, donc quelque part, que ce soit l'homme ou la femme, quand ils se battent, ils se battent. Voilà, c'est comme ça. Et vous avez constaté qu'effectivement, parfois, l'enfant était un enjeu, était instrumentalisé et qu'on venait vous voir dans le but de faire un ricochet sur le deuxième. D'accord. De détruire l'autre. Il y a des cas de divorce qui se passent tellement mal où on utilise l'enfant ou les enfants pour détruire l'autre parent, papa ou maman. Et dans les deux cas, c'est sanctionné ça ou alors Alors, il existe un texte qui s'appelle la dénonciation de délit imaginaire, mais c'est un texte qui est rarement utilisé parce qu'encore une fois, on a déjà beaucoup de travail. Il faut que l'un ou l'autre des parents mis en cause fasse la démarche. Et je ne sais pas si, après, j'ai pas le retour en documentation juridique pour vous dire si c'est suivi des faits ou pas. Mais c'est une possibilité. Après, je pense qu'une fois qu'on a terminé avec une procédure, on n'a peut-être pas envie de s'engager dans une autre et qu'on demande surtout à être plus serein et plus tranquille après avoir vécu quelque chose comme ça. Mais oui, il existe quelque chose. Mais disons que les gens, une fois qu'ils ont vidé leur portefeuille et eu accès à la justice, ils n'ont qu'une envie, c'est de ne pas y retourner, très souvent. Oui, je pense. Et puis, je pense que c'est peut-être plus facile aussi après après, ça dépend des conditions, mais dans le cas des dénonciations calomnieuses, quand il n'y a pas de condamnation derrière et qu'il est démontré, que c'est de la calomnie, ou en tout cas que pour nous ou pour la justice, il existe un doute raisonnable pour ne pas condamner la personne, je pense qu'il est peut-être mieux de tourner la page pour avancer, que ce soit pour soi-même ou pour les enfants. Bien sûr. Puis à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Alors le débat, c'est le principe de précaution. Jusqu'où va le principe de précaution lorsque quelqu'un vient et dénonce des violences ou dénonce des agressions sur l'enfant? Jusqu'où va le principe de précaution? Et en fait, comment est-ce qu'on réagit dans un service lorsque quelqu'un vient et qu'un enfant est instrumentalisé ou utilisé dans ce cadre-là et qu'on n'est pas sûr? On prend la plainte. D'accord. On prend la plainte. On n'a pas le choix. Je veux dire, on n'est pas là, nous, déjà, pour rendre justice. On est là pour enquêter. Tout à fait. Donc, la plainte, on la prend. Après, on enquête. Il y a des examens médicaux, il y a des psychologues, il y a plein de choses qui sont faites. Après, en France, quand il n'y a pas de preuves matérielles, en tout cas, c'était le cas il y a 20 ans, mais je sais que ça l'est encore aujourd'hui et ça l'est même aussi en Suisse, pour en avoir discuté avec un ami auteur qui est procureur en Suisse. Si un expert psychologue dit que la parole de l'enfant est crédible, on écoutera l'enfant, même s'il a été tellement bien travaillé au corps qu'il a dit tout ce que papa voulait qu'il dise ou tout ce que maman voulait qu'il dise. Donc quand il n'y a pas de preuves matérielles, c'est l'expert qui tranche. Mais ce doute, il est permanent. Nous, on est obligés de prendre la plainte, on est obligés de mener toute cette enquête, et c'est en ça que je vous dis que c'est chronophage. Même si dès le départ, on se doute que c'est une vengeance de l'un ou de l'autre, on est obligé de mener l'enquête, parce qu'il y a toujours ce doute, cette suspicion. Est-ce que cet enfant a été réellement maltraité, abusé? On peut pas se permettre de dire « Ah, je suis sûr que c'est pas vrai ». On peut pas. D'accord. Donc concrètement, je vais simplifier, on m'excusera la caricature, mais madame débarque en pleurs avec un enfant en disant « Au secours », monsieur, il voit plus l'enfant.
Alors, la décision de plus voir l'enfant, c'est pas la police qui la prend, c'est la justice. Oui, enfin, c'est le procureur, ce sont les associations d'aide aux victimes et autres, mais Oui, dans la et pratique, c'est comme ça. La dénonciation suffit à rompre les droits parentaux. Alors, pas les droits, pas le droit parental, pas l'autorité parentale. Oui, enfin, dans la mais pratique. Mais en tout cas, le droit de visite, oui. Voilà, le droit de visite, d'hébergement, le droit de rencontre, effectivement. D'accord. Effectivement, parce que tant que l'enquête est pas menée, il faut protéger. Alors, cette façon de faire là, elle est quand même moins présente, en tout cas moi j'en ai le sentiment, aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était systématique. D'accord. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de discussion quand même, avant de dire tel papa ne verra plus son enfant ou telle maman ne verra plus son enfant. Après, je sais que ça existe encore, j'en suis bien consciente, malheureusement. Mais je veux dire, le fait que le principe de précaution plus le manque de moyens font que, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Tout à fait, et ça peut durer très longtemps. Et ça, encore une fois, pour nous, ce sont des affaires très chronophages et du temps qu'on ne peut pas consacrer à de vraies victimes. Bien sûr. Alors, de vraies victimes des allégations de l'un ou l'autre parent, parce qu'au final, les enfants dans cette situation sont des victimes. Et les enfants qui sont des vraies victimes, qui ont vraiment eu des atteintes, qui ont vraiment été agressés, est-ce qu'ils sont correctement protégés? Difficile à dire. Moi, j'ai des cas d'enfants, de petites filles dans des écoles maternelles qui ont eu des soucis. Il faut attendre 2 ou 3 ans pour qu'il se passe quelque chose. C'est le problème, c'est ce que je vous disais, le problème de l'engorgement et des commissariats et des tribunaux et des associations. Je pense que tout ce système pourrait marcher avec plus de moyens humains derrière. Ah, d'accord. Donc vos suggestions pour que ça marche mieux, ce serait? Il faut plus de monde. Il faut plus de monde, mais on peut pas mettre du monde partout comme ça sur un seul coup de baguette magique, ce serait magnifique. Mais encore une fois, si on enlevait déjà tout ce qui est faux, tous ces dossiers que l'on gère alors qu'il n'y a rien, si on enlevait des services de police, de justice et d'association, ces faux, entre guillemets, problèmes, ces fausses déclarations, on aurait plus de temps pour les vraies victimes. Bien sûr. Et ce serait plus de 3 ans qu'il faudrait attendre. Je pense qu'on pourrait les traiter bien plus vite. Mais encore une fois, il y en a tellement aujourd'hui qu'on est obligé de prioriser. D'accord. Donc en fait, la solution, c'est vraiment de sanctionner ceux qui instrumentalisent la justice, de manière à le faire savoir pour qu'ils arrêtent de le faire. Alors, ou les sanctionner, ou juste que les gens fassent preuve d'un peu d'intelligence. Oui, on peut appeler au bon sens. On peut appeler au bon sens. Voilà, je pense que c'est déjà. D'accord. Oui, mais je pense que c'est déjà la première chose à faire, appeler au bon sens justement et. Même quand on s'aime plus, on n'est pas obligé d'utiliser des armes de destruction massive telles que les procédures judiciaires pour se venger de l'un ou de l'autre. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Eh bien, c'était Ophélie Cohen sur RLP pour son ouvrage Suspicion, qui est maintenant disponible dans toutes les bonnes librairies, ainsi que sur Internet. Madame Cohen, vous avez un petit projet qui arrive, un ouvrage après celui-là, quelque chose? Le 3e est tout juste commencé. Ah, il y aura un 3. Jamais 203. Oui, jamais 203. Et puis parce que j'ai plein de choses à dire, et on partira au Pays Basque pour le coup, pour parler des sorcières et des chasses aux sorcières anciennes et modernes. Bon, d'ici 1 an à peu près? Si tout va bien, d'ici 1 an, oui. Bon. Mais je serai en Dordogne bientôt, physiquement. Oui. Puisque je viens au BUG, alors de mémoire, j'aurais dû prendre mon agenda à côté de moi. Il me semble que c'est juste après le week-end du 14 juillet, donc ça doit être le 21-22 juillet. Il y a un salon, je crois. C'est ça, qui s'appelle Noir-Vézère, qui se passe au BUG, qui est un salon génial qui se passe sous les halles du Petit Marché le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. D'accord. Écoutez, n'hésitez pas, nous relayerons l'information. Et merci encore d'être venu. Bonne journée, madame. Merci à vous, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.